Bonjour à tous, enfin bonsoir. Alors pour finir en beauté cette journée, on va finir par une session plénière qui va recroiser un certain nombre de choses qui ont déjà été abordées au cours de la journée, mais avec un focus sur l'alimentation. Donc notre plénière de ce soir est intitulée Relocalisation de la production, alimentation de proximité, quels sont les enjeux et les limites des approches. Et pour cela, nous avons deux intervenants exceptionnels. Yuna Chifolo, directrice de recherche à l'INRAE, qui s'est beaucoup intéressée au circuit court. Elle pourra en parler plus en avant et se présenter plus en précision. Et puis Stéphane Linou, qui est beaucoup de choses, hein, un consultant intervenant sur notamment les questions de sécurité autour de l'alimentation. Et là aussi, il pourra se présenter plus en avant. Alors, ce qu'on vous propose, c'est deux temps d'intervention, d'abord de Yuna Chifolo, puis de Stéphane Linou. Et ensuite, on gardera un temps un peu important pour justement des questions, des échanges pour terminer cette journée. Et donc, on va enchaîner les deux présentations l'une après l'autre. Donc, notez, gardez vos questions et puis on fera un échange et des échanges après cela. Donc, je laisse tout de suite la parole à Yuna. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Et donc, c'est un honneur en tout cas d'être ici accueilli avec beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Je remercie vraiment l'équipe d'organisation. Donc, en effet, je travaille à l'INRAE. Je suis directrice de recherche spécialisée en sociologie économique, même si j'ai un background d'ingénieur agro. Mais je me suis intéressée justement à la dimension socio-économique des dynamiques du secteur agricole et alimentaire, et en particulier autour des circuits courts, de la reterritorialisation de l'alimentation, sujet sur lequel je travaille depuis 2005, à la fois à l'INRAE, mais aussi dans le cadre depuis 2015, du RMT Alimentation Locale. Vous connaissez peut-être les RMT, réseaux mixtes technologiques, c'est des structures d'animation qui sont financés par le ministère de l'Agriculture sur différents thèmes jugés prioritaires pour le secteur agricole. Ça réunit des acteurs de la recherche, de la formation, du développement pour produire de l'expertise collective, pour produire des outils, pour des contenus de formation, mais également des recommandations pour l'action publique. Donc c'est dans ce cadre-là, puisque je co-anime donc ce RMT avec le réseau CIVAM, que depuis 2015, on produit de la connaissance collectivement, donc avec beaucoup d'acteurs du développement, Chambre d'agriculture évidemment, tous les réseaux alternatifs en agriculture, mais aussi les instituts techniques ou des associations citoyennes, pour comprendre ce mouvement foisonnant, hétérogène, qui vient, en tout cas, qui est intéressant de regarder, pas comme une fin en soi, mais bien, et vous allez le voir, qu'on analyse vraiment possiblement comme un levier pour les transitions, qu'elles soient agricoles ou alimentaires. Alors, ça marche pas, ça. Si. Ah, coupé dans mon élan, mais voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des circuits courts alimentaires, alors qu'on définition en France un intermédiaire maximum entre producteurs et consommateurs, en fait, on est plutôt au deuxième âge, hein, donc renouveau des circuits courts. Alors en France, qui ont toujours existé, mais c'est à partir de la crise de la vache folle, hein, qu'il y a un regain d'intérêt pour la vente directe, pour les circuits courts. Et chaque crise, d'ailleurs, ramène encore davantage de consommateurs et de producteurs vers ces circuits plus courts, plus locaux. Mais on est plutôt à une phase aujourd'hui de structuration un peu plus complexe, de filières qui viennent alimenter ces circuits, puisqu'on a des déficits d'offres en général dans les territoires, et donc on a des efforts de structuration de ce qu'on appelle les filières alimentaires territorialisées. Ces filières se différencient beaucoup des filières classiques conventionnelles, où l'ensemble des activités sont divisées avec une division du travail et puis en général une non-participation, une non-inclusion des consommateurs aux activités. Dans les filières alimentaires territorialisées, on a donc une définition qu'on s'est donnée collectivement, hein, donc en croisant aussi différents travaux. Les activités de production, de transformation, de commercialisation, de distribution et de logistique sont assurées au moins en partie dans le même territoire. L'usage de ressources locales, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, donc que ce soit justement compris des ressources génétiques, des variétés locales jusqu'à des savoir-faire, avec un usage privilégié, avec une gouvernance horizontale, plus horizontale, où les producteurs sont impliqués. Une valorisation des produits à la fois locales et en circuit court, au moins en partie, ce qui n'empêche pas les produits d'être commercialisés en dehors du territoire, mais on a un ancrage local de la consommation de ces produits. Et puis une contribution
des consommateurs et des acteurs du territoire dans les fonctions à la fois principales, donc de production, de transformation, y compris avec par exemple des consommateurs qui vont aider à la logistique, et puis dans les activités de soutien que sont l'éducation, la promotion, la sensibilisation. Donc on a des contributions justement qui vont au-delà des acteurs professionnels et donc qui vont impliquer cette série d'acteurs du territoire. Alors, je vais pour illustrer, pour concrétiser un peu ça, en particulier, nous, on s'intéresse depuis quelques années. Enfin, on a commencé en fait en 2000, mais aujourd'hui, donc avec plus de travaux, puisqu'autour des filières blé, farine, pain ou pâtes, qui sont des filières territorialisées en plein développement depuis quelques années, stimulées par les projets alimentaires territoriaux. Vous avez vous connaissez sans doute cette nouvelle, en tout cas, introduite dans la loi d'avenir agricole de 2014, mais cette idée que les territoires peuvent maintenant, sont incités à construire des feuilles de route en associant les acteurs de leur territoire pour construire une alimentation plus locale et plus durable, donc en soutenant l'installation des agriculteurs, les circuits courts, l'approvisionnement local de la restauration collective. Donc ces PAT, comme on les appelle, viennent stimuler le développement de ces filières alimentaires territorialisées pour nourrir, alimenter les circuits courts et la restauration collective. Alors, je vous montre ici un recensement qu'on a fait, premier recensement en 2019 de ces filières locales, territorialisées autour de blé, farine, pain, avec ce qu'on peut appeler des micro-filières, avec par exemple des paysans boulangers ou paysans pastiers qui assument tous les métiers, les trois fonctions. Mais ce qui nous intéresse davantage et ce qui est plutôt justement en pleine phase de développement, d'expansion, ce sont les filières collectives, donc qui vont associer des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, mais aussi des consommateurs, des collectivités dans la construction de filières territoriales. Donc c'est un projet justement qu'on a de recensement de ces dynamiques. C'est compliqué ce recensement parce que les données sont pas capitalisées, donc c'est un travail un peu de fourmi, mais avec beaucoup de partenariats, on arrive justement à recenser ces initiatives dans le cadre d'un observatoire des systèmes alimentaires territorialisés et qui continue dans le cadre du PEPR sur les systèmes alimentaires, donc projet ANR qui va nous permettre justement de produire plus massivement des données quantitatives sur l'importance de ces filières et circuits. Ce que je voulais vous montrer, c'est justement ce qui se joue dans ces filières, puisqu'il s'agit de montrer les approches, mais aussi on en parlera des limites, hein, évidemment. Donc, c'est vraiment une complète déstandardisation. En particulier sur les filières blé, farine, pain ou pâtes, qui sont quand même des exemples du développement du système agro-industriel. Alors, je le dis là sans connotation, sans jugement de valeur, hein, mais en tout cas qui illustrait justement cette spécialisation des filières et des acteurs associés. Et on a donc dans ces chaînes locales une des standardisations de la semence au produit fini, donc on retrouve cet usage de ressources locales, variétés locales, des variétés anciennes qui sont sélectionnées plus pour le goût, pour des résistances aux maladies que pour leur productivité, pour leur rendement. Beaucoup d'utilisation, en général utilisées en bio ou en agroécologie, dans des rotations avec les légumineuses, en général aussi transformées avec d'autres outils, donc notamment des moulins meules de pierre pour conserver l'intégrité, les qualités nutritionnelles de la matière première, jusqu'à du pain, des pâtes, mais avec d'autres qualités et d'autres modes de fabrication, comme des fermentations lentes. Donc, on voit justement une diversité de pratiques qui construisent d'autres types de produits. Ce qui est intéressant, c'est même si ces dynamiques peuvent être portées par un petit noyau d'acteurs, ils en entraînent d'autres. Et c'est à travers des réseaux d'échange, des réseaux de partage de connaissances qu'on a une transition par le collectif, au sens où des collectifs, et notamment beaucoup de relations de conseil entre agriculteurs se jouent et entraînent des agriculteurs qui ne sont pas encore dans l'agroécologie vers l'agroécologie. Et notamment, ce qu'on fait, c'est justement, on analyse les relations de conseil qui se développent entre les agriculteurs à travers ces filières. Et vous avez l'exemple ici des relations de conseil entre des agriculteurs de 4 filières locales en Occitanie, montrant justement une densité de relations et des échanges de conseils qui participent du dialogue technique. Donc, et c'est beaucoup aussi, j'avais écrit justement il y a quelques années, et c'est vraiment un mouvement qu'on voit de ce renouveau du dialogue technique à travers le circuit court, hein, le circuit court n'étant pas seulement une rencontre
producteurs-consommateurs, mais aussi beaucoup d'échanges entre producteurs. Et donc, ces conseils techniques participent aussi à réconforter, en tout cas, la transition écologique est une prise de risque et le dialogue avec les collègues, le dialogue avec les pairs vient aussi rassurer et donner des pistes aussi pour s'organiser, puisqu'il s'agit aussi de réorganiser son travail pour aller dans l'agroécologie. Et donc, on a tout ce travail de dialogue professionnel qui se rejoue dans ces filières. Dans ce qui se rejoue donc beaucoup, et ce qu'on regarde, c'est bien ces relations sociales. On a donc des filières qui, alors en sociologie économique, on dit qui réencastrent, au sens où l'économie s'était désencastrée, déracinée de la société, et on a donc un mouvement de réencastrement dans les structures sociales, en particulier les relations interpersonnelles, et qui permettent ces apprentissages qui sont vecteurs de transition, que ce soit du côté des agriculteurs ou des consommateurs, avec justement, eh bien, là, quand même une diversité de filières locales, avec des filières locales vraiment ancrées dans les structures sociales, ou des filières qui proposent des produits locaux, simplement avec une origine géographique, mais sans justement cette remise en lien. Et donc, on a là aujourd'hui des produits locaux qui ne sont pas vecteurs de transformation parce que justement très peu ancrés finalement dans les territoires. Les filières les plus ancrées donc, permettent ce développement d'une participation qu'on appelle critique des citoyens, au sens où les citoyens donc, peuvent être force de proposition vis-à-vis de ce qui se passe, de ce qui se joue dans la production, dans la transformation, en lien aussi avec ce qu'ils y apprennent. Et donc, on a donc une participation citoyenne plus importante dans le fonctionnement, dans l'évolution, dans l'orientation des systèmes alimentaires à partir de ces filières. Et c'est ce qu'on appelle une démocratie alimentaire. La démocratie alimentaire, c'est l'idée que les citoyens reprennent la main sur les décisions concernant leur système alimentaire en pensant qu'ils en ont été, en tout cas, privés ou en tout cas qu'il y a eu un mouvement de fonctionnement sans eux et indépendant finalement de la société. Et alors, on n'est pas les seuls à le montrer, mais en tout cas, on voit que justement, cette participation accélère les transitions parce qu'elle permet justement les apprentissages, les débats, les dialogues, les choix, les priorités. Le développement durable, c'est compliqué, c'est des choix à faire, des compromis. Donc, ça permet tous ces échanges qui finalement donc, enclenchent une transition et un développement économique parce qu'en même temps qu'on structure le réseau, on structure le marché. Et donc, moi qui suis en sociologie économique, je vois justement des marchés à travers les relations sociales qui se construisent dans ces filières. Alors, une question, et j'en finirai là. Donc ça, c'est aussi, parmi les questions, c'est donc ce développement économique reste-t-il un développement de niche dans l'entre-soi? Alors en fait, il peut y avoir, il y a une typologie, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit aussi, je fais référence ici au projet européen Divine Food que je coordonne et qui est justement sur le développement de ces filières locales de légumineuses et de céréales à travers l'Europe. Et on a justement, on peut avoir parfois ces filières qui restent dans l'entre-soi militant, mais finalement assez peu par rapport à ce que, justement, en lien avec les collectivités, les enjeux vis-à-vis des cantines, vis-à-vis aussi et on le revoit encore, d'agriculteurs qui sont souvent dans ce qu'on appelle une économie morale ou de la modération et qui finalement sont pas sur des hauts prix, mais pour permettre justement l'accès à tous. Donc on est contrairement peut-être, enfin en tout cas aux idées reçues, aux clichés, on a une diffusion plus importante de ces filières dans les sociétés qui vont aussi pouvoir être accessibles à des consommateurs à plus petit budget, avec même des formes de solidarité, donc avec des couplages aujourd'hui qui peuvent se faire. Par exemple, vous avez peut-être entendu sur des projets de sécurité sociale de l'alimentation avec des expérimentations locales et qui se font justement en couplage avec ces filières, montrant bien en tout cas, la prise de conscience que ces filières, il y a un besoin, une nécessité d'accessibilité de tous, et donc aussi un certain nombre d'efforts en ce sens. Voilà, je vous remercie. Je répondrai à vos questions tout à l'heure, et puis je vais laisser Stéphanie nous continuer autour de ce sujet. La place est chaude.
Mais bonsoir à tout le monde. J'ai le privilège ou le désavantage de terminer la journée. Voilà, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous assommer avec beaucoup d'éléments techniques, surtout vu le peu de temps que j'ai pour parler du plus vieux sujet du monde. Et je remercie les organisateurs de m'avoir invité et de participer à vos travaux, moi qui ne suis pas aussi scientifique que vous. Mais on est tous complémentaires, c'est comme dans la nature et la biodiversité, donc je pense que croiser nos approches, c'est bien. Donc très rapidement, hein, je vais juste vous brosser un peu quelques questions et quelques réflexions, travaux et réalisations sur justement le plus vieux sujet du monde, qui est le lien entre l'alimentation et la sécurité. Parce qu'en fait, on l'a oublié que c'est le plus vieux sujet du monde. On l'a oublié depuis en fait pas longtemps, hein, depuis à peu près une soixantaine d'années, depuis qu'on est bourré, depuis qu'on est en ébriété énergétique, avec les énergies faciles, les énergies fossiles, charbon, pétrole, qui font que le transport ne coûte rien. On peut avoir tout ce qu'on veut en un temps record. Cette énergie massive nous permet d'oublier le temps et nous rend aveugles sur l'espace. Énergie, espace, temps. C'est toujours ces trois notions qui sont là, mais depuis que les transports sont quasi gratuits, eh bien, en fait, notre espace alentour, notre territoire, en fait, on n'en dépend plus pour notre subsistance, puisqu'on fait venir de loin toute la nourriture dont on a besoin. Eh bien, notre territoire, qui jusque-là était ménagé, donc petit clin d'œil aux intervenants de ce matin, eh bien, depuis qu'on a beaucoup d'énergie, on se permet de l'aménager. Plus besoin de le ménager, puisque d'autres territoires produisent pour nous. Parce qu'en fait, la plupart du temps de la durée de vie de notre espèce, sapiens, 300 000 ans à peu près, jusqu'à il y a 12 000 ans, c'est-à-dire jusqu'à il y a quelques jours, notre ventre allait vers la nourriture. On allait prélever des végétaux, on courait après des animaux qui eux-mêmes couraient après des végétaux et des animaux. Donc on était chasseurs-cueilleurs. Ensuite, il y a quelques heures, lorsque le climat s'est stabilisé, le climat qu'on est en train de dézinguer depuis quelques minutes, 160 ans, et bien à partir de ce moment-là, cette nourriture, on l'a faite pousser autour de notre ventre. Donc c'est là qu'on a inventé l'agriculture, au néolithique. Moins 10 000, 12 000. Et ensuite, pour sécuriser les récoltes, autour de notre ventre, collectivement, eh bien c'est là qu'on a inventé les villages. C'est là qu'on s'est regroupé en communauté. C'est là qu'on a transformé notre espace en territoire. C'est là qu'on s'est dit, de cette colline à cette colline, c'est à nous. C'est là qu'on a inventé et organisé les stocks. C'est ce qui a fait civilisation, les stocks. Les stocks qui nous permettaient de nous prémunir en gros 2 fois contre le temps. Contre le temps, le mauvais temps, les mauvaises années, mais également contre le temps qui passe. C'est là qu'on a inventé l'aménagement du territoire au niveau local. Les aménagements fonciers, l'hydraulique, l'entraide, les outils de transformation. Et c'est là aussi qu'on a grandement inventé la politique. Donc après que notre ventre soit allé vers la nourriture, après qu'on l'ait fait pousser
autour de notre ventre, et après qu'on l'ait collectivement sécurisée autour de notre ventre, cette nourriture, et bien maintenant, c'est la nourriture qui vient à notre ventre. Sans que l'on se questionne sur le comment, sur le jusqu'à quand, sur le est-ce qu'il y a des stocks, sur le est-ce qu'on est maître de tous ces maillons qui font que du sol à l'assiette, ça arrive. Et si l'on se questionne sur ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des mers, les consuls, par exemple au Moyen-Âge, cette légitimité était basée sur l'exercice de 4 sécurités. La sécurité extérieure, il fallait se protéger, donc on érigeait, on entretenait les remparts. La sécurité sanitaire, il fallait lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça. La sécurité intérieure, en fait, l'ordre public. Parce qu'avant qu'on invente et qu'on fabrique notre État-nation, ailleurs c'est des nations-États, la France c'est le seul pays État-nation, c'est l'État qui a fabriqué la nation, et bien l'ordre public, il était quasi exclusivement géré au niveau local. Hein. Et la 4e sécurité, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation. Police des marchés. La connaissance des circuits d'approvisionnement qu'on est quasiment infoutu de connaître réellement et sérieusement de nos jours. Et d'ailleurs, l'étude que tu avais coordonnée, Yuna, il y a quelques années, c'était sur Montpellier, que c'était que sur 3 produits. La farine, les œufs et les tomates, ça y est. Il avait fallu combien de personnes sur le coup pour cartographier les flux? Voyons. 2 personnes pendant combien de temps? 2 personnes pendant 6 mois pour identifier le circuit des tomates, des œufs et des farines sur la ville de Montpellier. 3 produits. Donc, un coup, les tomates venaient du Roussillon, le lundi, par exemple. Le mardi, elles venaient d'une région fortement productrice de tomates, donc la Bretagne, comme vous le savez. Le mercredi, c'était peut-être la Belgique et tout ça. Donc, en fait, ce qui était vital avant, où on était des sociétés où la règle, c'était la pénurie. L'abondance, c'était l'exception. Donc, on était organisé autour de la règle qui était la pénurie. Donc, on était obligé, c'était une question de survie, que de connaître, entre autres, les circuits d'approvisionnement qu'on est foutu de connaître de nos jours. Parce qu'on est des sociétés d'abondance, encore, quoi qu'on en dise. Lorsqu'on en dépendait, lorsqu'on était organisé autour de la règle qui était la pénurie, eh bien, en fait, il fallait qu'on se préoccupe de tous les maillons qui constituaient l'alimentation. Le foncier était ménagé. Aujourd'hui, il est aménagé, comme vous le savez. Pourquoi il était ménagé? Parce qu'il était directement relié à des questions de subsistance qui elles-mêmes étaient directement reliées à des questions d'ordre public. Parce que la hantise des édiles de l'époque, c'était quoi? C'était que le peuple se révolte par le ventre. Donc en fait, le plus ancien couple de risques qu'il y avait, c'était le couple de risques approvisionnement alimentaire et ordre public. Parce qu'en fait, comme la pénurie, c'était la règle, eh bien, il fallait s'organiser, y penser. Donc il y avait une conscience, une responsabilisation, une discipline et une mise en œuvre d'action collective, donc politique, avec les stocks,
connaissance des flux, police des marchés, tout ça, ménagement du foncier, tout ça, qui se rajoutait à une conscience, à une responsabilisation, à une discipline et à une mise en œuvre d'action individuelle, c'est-à-dire que chacun avait son bout de jardin. Chacun cuisinait. Chacun stockait ce qu'il pouvait. Tout cela, ça n'empêchait pas forcément les famines, hein. J'idéalise pas, mais au moins en cas de pépin, ça sauvait les meubles. Et c'était une évidence, c'était un sujet tellement partagé et co-construit entre les individus et les édiles et le collectif, qu'en fait, chacun faisait son job. Et cette question-là, donc, est sortie des têtes individuelles et des têtes collectives, donc politiques, pour être actuellement indirectement assumées par des acteurs privés que sont Leclerc, Carrefour et compagnie, qui n'ont que 2 jours de stock. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'aménagement alimentaire du territoire, hein, réellement. Hein. Il y a un aménagement du territoire pour tout. Amener l'électricité, la réouverture au débit, amener l'eau, amener enfin, tout, quoi. Ça s'appelle la planification territoriale dans les documents d'urbanisme, les PLU, les SCOT et tout ça. Mais il n'y a pas d'aménagement alimentaire du territoire, non? Puisque ça fait quand même quelques décennies qu'on se dit, oh ben, se nourrir, c'est une affaire réglée. Au pire, ça viendra toujours de quelque part. Eh ben donc, du coup, on va se focaliser sur des politiques que l'on juge beaucoup plus nobles, tant au niveau politique par rapport à des aménagements et des zones dites économiques, comme si l'agriculture, ce n'était pas de l'économie. C'est marrant hein, dans le vocabulaire. Et quelque part, on n'a jamais coupé un ruban tricolore pour inaugurer un sauvetage de terre. Hein. Par contre, ça aurait de la gueule si je le faisais. Mais au niveau individuel, et l'exemple là qui m'était venu là ce matin, il n'y a qu'à voir que même dans les règlements intérieurs des lotissements, justement, il était interdit par le règlement d'avoir des jardins potagers parce qu'il fallait que ça reste des jardins d'agrément. Donc en fait, le plus vieux sujet du monde, le lien entre alimentation et sécurité, pris en charge par les individus, mais également par le collectif, est sorti des têtes individuelles et collectives, dans une dynamique d'ébriété collective, qui fait que on ne produit plus à titre individuel notre nourriture, on ne la cuisine plus, on ne la stocke plus. On se fournit pour à peu près 70% de notre alimentation à travers des grandes surfaces qui n'ont que 2 jours de stock, avec le fait aussi que ce que j'appelle les microbiotes alimentaires de territoire. Système alimentaire de territoire. Où je vois un club des 5 grands acteurs, avec le maillon des producteurs, c'est-à-dire les agriculteurs, mais également les individus qui produisent leur nourriture. Et le deuxième maillon, les transformateurs, c'est-à-dire la restauration, tout ça, mais également les gens qui cuisinent à la maison. Le troisième maillon, les distributeurs, avec les systèmes de commercialisation. Le quatrième maillon, les consommateurs qui flèchent ou pas leur consommation. Et le cinquième maillon, ce que j'appelle les prescripteurs, c'est-à-dire les collectivités qui ont en charge des dispositifs comme les projets alimentaires et territoriaux, les plans climat et les PLU, par exemple, les documents d'urbanisme, et qui édictent des règles et qui passent aussi de la commande publique à travers la commande publique qui commandent voilà, qui achètent des produits locaux. Voilà. Ces 5 maillons ne sont pas forcément tous présents dans ce microbiote alimentaire de territoire. Parce qu'en fait, à force de se spécialiser, on a fait sauter des maillons.
Il y a des maillons de production qui ont sauté, des maillons de transformation, des habitudes de fléchage de la consommation vers les infrastructures nourricières. Et en fait, tout système à qui il manque des acteurs tombe en déséquilibre et déséquilibré. Et pour ne pas tomber en désordre, il lui faut des perfusions extérieures. Et c'est exactement ce qui nous arrive partout dans nos territoires, où nos microbiotes alimentaires de territoire sont tous moribonds parce qu'il manque des maillons. Et donc, ils sont à peu près perfusés pour 98% de l'alimentation qui atterrit dans nos assiettes. C'est-à-dire que, en gros, 98% de nos assiettes, c'est composé d'aliments qui viennent d'autres régions ou d'autres pays. Donc 98% qui est complètement dépendant des transports. Complètement dépendant des transports. Donc s'il arrivait un problème sur ces perfusions, ben, c'est là que nos systèmes alimentaires de territoire complètement déséquilibrés tomberaient en désordre. Donc il y aurait une pathologie territoriale, trouble à l'ordre public. On voit à peu près la même chose au niveau du microbiote du sol. On voit la même chose au niveau du microbiote intestinal ou autre. C'est les mêmes grands principes. Donc en fait, l'objectif, c'est de ne pas, ce n'est pas d'être en autarcie, ce n'est pas de viser d'être à 100% sur tout, pas du tout. Mais entre les 2% actuels que nous avons d'autonomie alimentaire et les 100% que l'on ne prononce pas, que l'on ne dit pas, il y a de la marge. Et plus on éloignera le curseur des 2% actuels d'autonomie alimentaire, plus on augmentera également la résilience et la sécurité de nos territoires. Un peu comme quand Windows plante. Ça bascule en mode sans échec. Il n'y a pas tout, c'est pas sexy, mais au moins l'essentiel fonctionne. C'est pour cela que j'avais fait donc en 2008 une expérience de locavore. Donc j'avais lancé le mouvement locavore en France en 2008. J'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon assiette. Donc plus de café, de chocolat, de bananes, tout ça. C'était pour alerter sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements et en rappelant que permettre à un territoire et à sa population de se nourrir localement, c'est une question d'ordre public. Je n'avais rien inventé, j'avais juste rappelé le plus vieux sujet et ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires, les consuls au Moyen-Âge. Et en disant, voilà, imaginons qu'un jour, il y ait une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement. On était en 2008. Où les transports seraient bloqués. Donc, combien de temps on tiendrait sans se taper dessus, avec le peu que l'on produit à titre individuel, le peu que l'on cuisine, le peu que l'on stocke, avec le fait qu'on se fournit pour 70% de notre alimentation à travers les grandes surfaces et qui n'ont que 2 jours de stock, avec le fait que nos microbiotes alimentaires de territoire sont tous moribonds parce qu'il manque des maillons, avec le fait qu'il n'y a pas de stock dans les collectivités locales, et avec le fait qu'il n'y a pas de stock alimentaire stratégique d'État. Et qu'entre-temps, nous sommes devenus intolérants à la frustration. Donc, en termes de résilience alimentaire, c'est 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc, ça a eu du succès, cette expérience-là. Le mot locavore, que je n'ai pas inventé, est rentré dans le dictionnaire. Mais en fait, tout le monde se foutait un peu des raisons pour lesquelles j'avais fait, alors que c'était des raisons d'ordre public. J'avais des questions sur le comment tu as fait, est-ce que c'est plus cher, moins cher, est-ce que tu es tombé malade, tout ça. Et bon, ensuite, j'ai été élu départemental et j'ai repris mes études il y a quelques années pour faire un master spécialisé en gestion des risques sur les territoires, pour voir si cette question était montée au cerveau. Est-ce que dans le monde de la production alimentaire, on pense aux risques et à la sécurité? Est-ce que dans le monde des risques et de la sécurité, on pense à la production alimentaire? Et est-ce que dans le monde de la gouvernance, on comprend la question? Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'avais été encadré par un ancien colonel de Légion,
un géographe, un directeur d'aménagement du territoire, et ça a été cautionné par la division du renseignement de la gendarmerie nationale et par la zone de défense et de sécurité de Paris. Où là, voilà, j'avais pris un autre scénario, toujours sur les perfusions alimentaires pour 98% de ceux qui remplissent nos assiettes, mais pas avec le même virus. En 2008, c'était une pandémie, virus biologique. Là, c'était une pandémie numérique, un virus informatique. C'était, est-ce qu'une cyberattaque venant d'Ukraine, désolé, on était en 2017, sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire provoquerait des troubles à l'ordre public? Est-ce qu'il existe des plans de continuité alimentaire dans nos territoires? Voilà, tout un tas de questions comme ça. Et les résultats ont été édifiants. J'ai eu plus de 53% de retours écrits de généraux, syndicats agricoles nationaux, Fédération nationale des SAFER, historiens, géographes, diététiciens, nutritionnistes, pompiers, policiers, tout ça. Et effectivement, on m'a dit, voilà, oui, effectivement, toutes nos infrastructures de sécurité seraient débordées s'il y avait quelque chose qui bloquait les transports de manière systémique, car il n'y a pas de territorialisation de la production et de la consommation alimentaire. Il n'y a pas entre les deux, entre cette non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire et les personnes qui mangent qui ne sont pas préparées et intolérantes à la frustration, eh bien, entre les deux, il n'y a pas d'infrastructure nourricière territorialisée, organisée. Il n'y a pas de plan B territorialisé. Donc, le vigile de supermarché serait débordé, qui ferait appel à la police municipale qui serait débordée, qui ferait appel à la police nationale qui serait débordée, qui ferait appel à la gendarmerie nationale qui serait débordée, qui ferait appel au reste de l'armée qui serait affaibli. Donc, en fait, la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire concerne deux des trois piliers régaliens que sont la sécurité intérieure et la sécurité nationale. Ce n'est pas un petit sujet. Donc, en fait, partant de là, de ce constat-là, de cette démonstration-là, mais une sénatrice qui ne m'avait pas pris pour un fou avait posé une question au ministre de l'Intérieur. On était au mois de mai 2019 et il a répondu oui, effectivement, c'est un risque majeur. Et depuis, entre-temps, il y a eu le Covid. Et depuis, je forme partout en France des élus pour, démontrer que c'est un sujet, parce qu'il y en a plein qui pensent encore que, ça ne peut pas arriver, et que deux, papa État a un plan, ce qui est faux, ou qu'il y a des stocks cachés, ce qui est faux, ou que les distributeurs sont super organisés pour tout et on pense à tout, ce qui est faux. Et bien là, un, démontrer que c'est un sujet, deux, qu'il n'y a pas de plan, mais trois, qu'on peut faire des choses. Et notamment avec des dispositifs qui existent déjà, sont les plans communaux de sauvegarde. Un plan communal de sauvegarde, ça liste les actions que l'on peut et que l'on doit mettre en place si un risque majeur se réalise dans la réalité. C'est-à-dire l'inondation, feu de forêt, transport de matières dangereuses ou autre. Et bien là, on peut enrichir un plan communal de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Et donc, une fois qu'il est enrichi, on liste les actions à mettre en place. Et bizarrement, c'est des choses qu'on fait déjà. Les jardins, augmenter la commande publique, préserver le foncier, stocker un peu plus, réapprendre à cuisiner, tout ça. Toutes les actions que l'on fait au nom de l'écologie, au nom de la santé, au nom du revenu des agriculteurs depuis 40 ans, donc c'est trois choses dont tout le monde se fout, ben là, avec les risques, tout ça, ça passe. Ça passe. Et donc, en fait, c'est là que c'est extrêmement intéressant. C'est qu'on a aussi des outils qui existent pour enrichir cela, c'est-à-dire les projets alimentaires territoriaux, les plans climat, air, énergie, territoire, les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et tout ça. Donc, en fait, concrètement, c'est bon, ben, nous, on a considéré que c'est un risque majeur, donc
ce foncier-là, il ne faut pas qu'il parte en parking de supermarché. Hein. Parce que pour des raisons de sécurité, il faut le maintenir non recouvert, il faut le maintenir nourricier, voire le convertir en nourricier. Pour des raisons de sécurité, il faut réserver des terrains pour faire des jardins ouvriers, par exemple. Pour des raisons de sécurité, il faut réapprendre aux gens à cuisiner et à transformer les produits bruts issus de producteurs locaux. Pour des raisons de sécurité, il faudrait peut-être manger un peu plus végétal. Pour des raisons de sécurité, et c'est là, je fais le lien tout à l'heure avec une partie de ce qui a été dit hein, sur le patrimoine. Protéger le patrimoine, protéger les espèces et tout ça. Oui, mais j'ai envie de dire que c'est le patrimoine qui nous protège. C'est le patrimoine qui nous protège. Il faudrait le dire comme ça. Parce que sans nos ressources, les sols, les espèces végétales, les semences ou autres, il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. C'est notre patrimoine vivant qui fait notre sécurité. Donc pourquoi le protéger? Puisque c'est normalement lui qui est en train de nous protéger jusqu'à tant qu'on en a. Donc en fait, c'est pas faire des choses nouvelles, c'est tout simplement revenir aux fondamentaux. Comme au rugby, hein. Les engueulades de l'entraîneur sur l'équipe à la mi-temps, quand l'équipe s'égare ou autre, il dit ouais, il faut revenir aux fondamentaux. Ouais, c'est tout simplement la base. C'est remettre la pyramide de Maslow à l'endroit. Pour l'instant, on l'a un peu à l'envers. C'est tout simplement prévoir. Et pour moi, ça va être le grand retour de la politique. La politique, c'est l'arbitrage, c'est anticiper, prévoir et partager. Et ça ne sera pas les iPhones ou autres. Hein. Ça serait peut-être moins d'iPhone et plus de pommes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est remettre. Oui, elle est récente, pour ça je l'exerce. Elle est récente. Ça a l'air bête, hein, mais tout ce que vous faites déjà, pour l'instant, ce n'est pas mis dans l'emballage de l'anticipation et de la gestion des risques et des gestes barrières. Et oui. Pour l'instant, ce n'est pas les mesures barrières alimentaires territorialisées qu'il faudrait peut-être mettre en place. On nous a dit, faites des mesures barrières sanitaires pour limiter ou éviter la saturation de nos infrastructures de santé. Bon, on l'a fait. Et ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est de mettre en place des mesures barrières alimentaires territorialisées pour limiter ou éviter la saturation de nos infrastructures de sécurité. Et c'est là que le Girondin soulage le régalien. Parce qu'en fait, très concrètement, la planification écologique, on n'en parle pas trop de l'alimentation dans cette planification écologique, elle va se faire grandement. Et pourquoi elle va se faire grandement à travers l'alimentation? Parce que c'est le seul sujet que tout le monde ne peut comprendre. C'est le seul. Tout le monde se sent concerné par l'alimentation. Et on a du bol, c'est que quand on agit sur l'alimentation, on agit aussi sur les autres sujets. Il n'y a pas 52 sujets comme ça. C'est tout simplement faire œuvre un peu de complexité. C'est d'identifier le simple à travers le brouillard du complexe. Et l'alimentation, c'est un super point de départ, c'est un super cheval de Troie. Donc il y a tout ce que j'ai entendu depuis ce matin qui rentre complètement dans ce cadre-là. Donc il y a ce à quoi on tient le plus, il y a vos analyses scientifiques, il y a mon angle que je vois de prévention et il y a l'organisation que disait Yuna à travers justement les PAT. Donc on a tout. On a tout qui existe déjà.
Il suffit de le relier, à mon avis, avec la volonté de vivre ensemble dans un mode et dans un monde dégradé. Voilà, sinon j'arrête. Vous avez compris que Stéphane, vaut mieux arriver à l'arrêter à un moment donné parce qu'il pourrait nous entretenir toute la nuit sur ces Alors, il y a le questions-là. repas entre les deux. Hein, mais Et bon. alors, pas entre les deux. Mais c'est intéressant parce que merci. Voilà. Et c'est vrai que moi, ça me fait penser à quelques années où on baissait nos viviers d'étudiants baissaient dans nos écoles d'agro. Hein, et il y a eu les émeutes de la faim en Égypte, hein, où dans toutes les télés, hein, en 2008, on voyait les gens qui se battaient pour avoir. Et tout d'un coup, sur les radars français, on a repensé agriculture parce que du coup, on l'a connecté à l'alimentation. Et notre vivier d'étudiants est remonté après ça. Et il y avait beaucoup d'émissions qui invitaient le président de la FNSEA. Bon, après, ça, c'est autre chose. Mais pour dire, il y avait un renouveau de cette. Et qu'on a réoublié depuis, il me semble, quand même, malgré tout. Alors, là, je pense que vous avez beaucoup de sujets de débat, là, à la fois en termes de questions, si vous voulez, ou au contraire aussi de débat, hein, c'est bien aussi hein, que ça. Est-ce que, du coup, quelqu'un veut lancer Cathy? Que pensez-vous des plans de souveraineté alimentaire qui sont actuellement en train de se mettre en place par rapport à tout le panorama que vous venez de décrire? Voilà, et puis je ajouter à ça qu'en fruits et légumes, depuis l'année dernière, Alors, depuis oui, je voulais pas le 2022, préciser, mais ouais, mais on est tombé en dessous de 50% de production par rapport à ah ben, en fruits, nos besoins. c'est 60% d'importation et en légumes, c'est 40%. Voilà. Donc la moyenne fait 50. Donc en moyenne, c'est 50%. Mais pour un grand pays comme la France, qui est le troisième producteur de fruits et légumes en France, etc., ça fait peur. Hein. Mais bon. Et nous, on a des courbes d'importation dans nos filières qui sont très belles en termes de progression exponentielle. Voilà. Oui, alors en effet, c'est sur les fruits et légumes, ça se voit beaucoup, mais on va perdre la moitié des agriculteurs d'ici 10 ans, donc on a quand même un problème général hein, de toute façon. Euh, et, et en effet, enfin là, on voit que ça n'a pas été anticipé, ça n'a pas été préparé. Il y a une question d'attractivité aussi du métier agricole, tout ça. Après, il y en a qui les PAT sont aussi des lieux où on peut réfléchir à ça, mais aussi avec en tout cas, des tentations aussi de fausses promesses ou de fausses solutions, avec des gens qui peuvent promettre des fermes verticales qui nous rendraient encore plus dépendants, ou en tout cas plus fragiles. Enfin, en tout cas, qui sont, et avec en plus des rentabilités très très discutables, hein, y compris quand on regarde dans d'autres pays où ces modèles en fait sont complètement perfusés, justement, que ce soit par du fonds privé ou public. Donc, donc, il faut voir, en fait, c'est le comment en fait, qui va importer dans sur l'objectif. Je pense qu'on est, enfin, et sur l'enjeu majeur. On est tous d'accord, c'est sur la façon de faire que là, et c'est là que j'ai introduit cette idée de démocratie alimentaire, donc de débat, donc de discussion citoyenne dans les PAT ou à d'autres échelles, hein, parce que c'est aussi, c'est aussi au niveau de l'État que les choses peuvent se discuter. On a discuté beaucoup pendant le Covid avec justement, y compris les députés, y compris avec les sénateurs, avec beaucoup de politiques aussi sur le comment. Et là, dans le comment, il y a quand même, y compris enfin, on ne sait pas tout non plus, en fait, il n'y a pas toutes les connaissances nécessaires pour choisir, mais en tout cas d'être, de pas forcément, d'être conscient des possibles dépendances qu'on crée en voulant trouver des solutions, quoi. Donc c'est plutôt cet examen-là qu'on fait, y compris avec les professionnels des filières, donc à tous les niveaux, quoi. Oui. Non, mais pour les salles, c'est pas à la hauteur, quoi. Voilà, moi, Oui. Est-ce que la question de, vous l'avez mentionné au début, donc merci hein, pour les deux présentations. Est-ce que la question énergétique, vous l'avez mentionné au début, vous n'êtes pas revenu dessus sur la conclusion. Quel peut être le facteur à ce niveau-là en termes d'anticipation? Et la deuxième question, c'est en termes de transfert et d'acquisition de stockage des savoirs, parce qu'effectivement, un téléphone, enfin, on appuie sur un bouton, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Est-ce que ça aussi, c'est abordé en termes d'éducation d'une façon générale? Ben, l'énergie, on ne se rend pas compte hein, que
qu'on en a beaucoup et qu'on en gaspille beaucoup. Donc, dans un monde où l'énergie sera de plus en plus chère et peut-être même intermittente, eh bien, il faudrait peut-être anticiper et prévoir quelles seront les utilisations prioritaires de cette énergie. Et pour moi, ça, c'est le rôle d'anticipation enfin, de nos élus, enfin, voilà, du gouvernement, parce que on peut aussi parler voilà, de l'énergie au sol sur le panneau photovoltaïque également. On connaît la formule boire ou conduire, il faut choisir. Et là, ça va être manger ou conduire, il faudra choisir, quoi. On ne peut pas tout demander au sol. Nourrir les gens et nourrir les voitures. Ou nourrir des, des voitures électriques également. Donc, agrocarburants, batteries, ou alors de la nourriture, du grain pour les humains et les animaux. Donc, en fait, oui, tout est énergie. Et l'alimentation, c'est de l'énergie. C'est la calorie qu'on crame, quoi, après. Donc, oui, pour l'instant, on ne fait pas le lien. Hein. On ne fait pas le lien et on réalise pas que l'énergie va se contracter de plus en plus. Donc, on aura des arbitrages à faire et les arbitrages, c'est euh, politique. C'est ventiler les ressources, prioriser, voire rationner, évidemment. Et le rationnement, c'est pas le pire. Hein. S'il y a du rationnement, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à partager et qu'on a décidé à qui l'affecter et en fonction de quels critères de priorité. Donc, la responsabilité, c'est de préparer tous les scénarios. Et ces scénarios-là, ils ne sont pas préparés. Et votre deuxième question, deuxième partie de question, du moins, c'était ah, les savoirs. Ah ben, on est mal, hein. Mais non, les savoirs et les savoir-faire, on les laisse filer et c'est irresponsable. Savoir-faire qu'on a accumulé depuis des siècles, les laisser filer, c'est irresponsable. Donc, oui, les savoirs, même, il y a le savoir tout bête, enfin, qui a l'air tout bête, c'est cuisiner. Savoir cuisiner, tout bêtement. En une génération et demie ou deux, on a perdu ce savoir-là, quoi. Donc, savoir faire quelque chose de potable avec ce que l'on a, c'est en occitan, on dit c'est l'oubiaïs. C'est le bon sens paysan, mais ça, on l'a plus. Donc, c'est réapprendre ça, c'est pas honteux. Hein. C'est tout simplement ce qui a fait que notre espèce a pu se démerder avec ce qu'elle avait. Et ça, on l'a grandement perdu. Quel critère? Vas-y. Après, le CREDOC, qui est le Centre d'observation des comportements, hein, qui fait enfin, des enquêtes, des panels, enfin, qui fait des suivis de la population, montre qu'il y a eu un moment justement où la jeunesse, y compris, était désintéressée et tout. Mais on a quand même, là maintenant, on est plutôt sur plusieurs jeunesses en fait, et notamment une jeunesse qui est plutôt en augmentation, qui se réintéresse aussi en lien avec l'écologie, aussi en lien avec, enfin, donc aussi pas mal d'aspirations de végétariennes, enfin, en tout cas, de traite avec, parmi eux, des éco-anxieux, mais pas que. En tout cas, qui vont se réintéresser à la cuisine. Donc, voilà. Donc, il y a eu un creux, mais ça remonte. Et donc, voilà. C'est pour ça que rien n'est jamais définitif. Et beaucoup d'actions, voilà. Il y a eu un creux. Une question. Ça marche, oui. En fait, je suis un peu curieuse. Vous avez parlé de plusieurs scénarios que vous avez imaginés, alors que ce soit le virus ukrainien ou un autre en 2009 de mémoire. Et qu'est-ce que vous en avez tiré en fait du Covid comme organisation ou désorganisation qui correspond à ce que vous avez
imaginé dans les simulations et dont, limite, vous vous servez dans vos cours aux élus, puisque maintenant vous formez, on vous prend un peu plus au sérieux depuis justement cette pandémie. Donc, est-ce qu'il y a des prises de... Alors, ça fait plusieurs questions en une, mais est-ce qu'il y a des prises de conscience qui ont fait « Ah oui, finalement, c'est réel, ce scénario, il est arrivé ». Donc, est-ce que maintenant, on est quand même sur le début d'une phase où on va faire justement ces plans d'alimentation communale? Alors parce qu'en fait, il faisait des travaux, on en a fait aussi, parce que, y compris à l'INRAE, en fait, on nous avait demandé de travailler là-dessus en 2015-2016, donc avant le Covid, avec cette idée que Rungis avait que 3 jours de stock. Donc c'était la direction scientifique alimentation de l'INRA qui nous avait demandé, finalement, se dit, même c'est pas si évident, enfin 3 jours, elle vient d'où l'info? Enfin, personne ne savait trop. Enfin, parce que le problème, c'est qu'on ne connaît pas les flux. C'est pour ça qu'on a mis 1 an à retracer les flux de la tomate et de quelques produits. Il y a pas de, il y a des statistiques nationales et puis il y en a qui font des ratios pour dire que ça se passe comme ça au niveau local. Ça, c'est pour ça que je comptais. Enfin, en tout cas, je suis pas complètement d'accord avec les 98% et les 2% d'autonomie, parce qu'en fait, je pense que si on le savait, bah, au moins on pourrait agir et mieux piloter sauf qu'en fait, on ne sait pas bien d'où vient ce qu'on mange. Donc, par contre, en effet, et puis on a eu ce cas un peu, ce test réel du Covid. Donc, on a fait beaucoup de travaux pendant le Covid. On a sorti un livre qui s'appelle Manger autour du coronavirus, dans lequel on avait recueilli pas mal de témoignages, fait beaucoup d'enquêtes dans les territoires pour savoir comment les choses se passaient, comment les gens réagissaient et quels en sont les enseignements. Donc, toute une série d'enseignements, en effet, globalement, le message, c'est rééquilibrer les territoires pour mettre un peu plus de local, un peu plus de cours, mais sans évidemment tomber dans l'extrême inverse où on mangerait que local, on serait tout aussi fragile. Hein. Mais en tout cas, des rééquilibrages, une réimplantation d'outils de transformation pour permettre, justement, quand on a des pics de production, voilà, donc parce qu'il n'y a plus d'abattoirs dans certains territoires, il y a très peu d'ateliers de transformation de végétaux, vous êtes sans doute plus au fait de ça. Donc voilà, donc on a été jusqu'à écrire des amendements pour la loi climat et résilience. Donc, dans cette perspective résilience, avec plusieurs enseignements. Donc, ont tous été refusés par la ministre, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a appris à écrire des amendements, je savais pas. Donc des trucs très concrets sur la préemption des terres agricoles, pour augmenter la compétence des communes, pour aussi reconnaître la compétence des communes, une compétence à alimentation pour les communes, parce qu'elles n'en ont pas. Donc voilà, toute une série de choses qui sont discutées aujourd'hui dans le cadre notamment d'un collectif qui s'est monté pendant le Covid aussi, qui s'appelle le Conseil national de la résilience alimentaire. Alors, plutôt porté au départ par des startups qui, justement, voulaient proposer la solution technologique, à savoir les fermes verticales. On est en train de rediriger les choses avec eux pour plus de diversité et en tout cas avec une norme qui est en préparation, là, sur laquelle on travaille, une norme pour la résilience alimentaire des territoires qui est faite par l'AFNOR, qui est réfléchie par l'AFNOR. Voilà, mais du coup, on voit là que c'est ces sujets vraiment de gros enjeux économiques avant même d'être politiques sur la façon dont on va construire cette résilience alimentaire. Donc, c'est pour ça qu'on est, Stéphanie, nous comme moi, vigilants pour que, enfin, en tout cas moi, pour que ce soit fondé sur des données robustes, c'est-à-dire en effet, qu'est-ce qu'on a vu qui marchait. Ce qu'on a vu qui marchait beaucoup, par exemple, dans le Covid, c'est toute l'organisation citoyenne qui a été très vite. Parfois avec des collectivités débordées, par exemple pour aussi compenser l'aide alimentaire qui était un peu désorganisée. Donc, et c'est là qu'on dit, du coup, ces réseaux citoyens, associatifs, il faut les maintenir. C'est pas que là pour faire du théâtre ou du sport, c'est là dans les moments d'épreuve. Donc, tous ces citoyens. Donc, des choses comme ça qui sont à penser. Alors, à retomber, oui, alors comment on les entretient? C'est ça, c'est tout ça avec de l'éducation populaire. Donc, ça renvoie vers aussi un accompagnement des territoires. Carrément, hein, ça n'arrête pas. Donc, parce que pendant le Covid, hein, les transports avaient tenu. Donc, en fait, finalement, on n'est pas arrivé au scénario que j'avais imaginé en 2009. Donc, les transports ont quand même tenu. Mais on a vu quand même les premiers jours, des gens qui se battaient dans les supermarchés. Enfin, voilà, donc ça a été quand même des signaux faibles qui peuvent quand même nous montrer que ça peut arriver et que ça serait bien de s'organiser. D'ailleurs, dans une des conclusions de cet ouvrage, de cette étude, hein, Manger au temps du coronavirus, il est ressorti que les territoires où ça s'est le mieux passé, c'était les territoires qui étaient déjà organisés et qui avaient déjà
une antériorité en termes d'organisation, PAT, ou alors des systèmes qui existaient avant les PAT. Donc c'est ça aussi qui est super intéressant. C'est comme dans l'armée à la Légion, hein, il se dit, ouais, entraînement difficile, guerre facile. C'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est s'entraîner quand ça va bien, à avoir l'habitude d'échanger, d'avoir du lien entre les acteurs, mais ça crée des liens qui restent actifs lorsqu'il y a un mode dégradé. C'est aussi bête que ça. Et oui, et pour répondre à la question, oui, oui, j'arrête pas là. Et même le monde agricole me fait intervenir dessus, et notamment la SAFER, la Fédération nationale des SAFER, par rapport aux fonciers. Et là, je peux juste vous montrer. Donc là, un communiqué de la préfecture du 06. 3 novembre. 3 novembre. Donc le préfet des Alpes-Maritimes dit voilà, le département n'a que 1% d'autonomie alimentaire. Ça serait bien de remettre en culture des surfaces agricoles, donc dans la plaine du Var, et cela permettrait d'alimenter en légumes 25 000 familles. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que pour moi, ça fait sens. Symboliquement, c'est énorme de voir en haut à gauche la préfecture, une préfecture. Donc, quand une préfecture dit un truc, c'est la République qui parle. Et que les services de l'État disent que ça serait quand même bien, avec 1% d'autonomie alimentaire, qu'on utilise des terres pour manger, et notamment des légumes. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer, donc remise en culture des friches et compagnie. C'est juste, voilà, point d'info, directement quand même relié aux travaux de ces 2 jours. Il y a quand même des choses qui bougent un peu. Il y a quand même des choses qui bougent un peu. Et lorsque l'on parle d'alimentation, il faut également penser, lister tous les maillons. Donc, il y a le capital naturel du foncier, de l'eau, mais aussi tous les facteurs de production. Et donc là, on parlait encore tout à l'heure des semences, des outils de transformation, des producteurs et de toute la chaîne aussi qui fait que on fait système. Donc c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Hein. Ah ben oui, mais non, mais alors je sais pas, hein, mais pour moi, moi ça m'a marqué parce que c'est la première fois que je le vois au moins libellé comme ça. C'est la première fois, 3 novembre 2023. Moi, je voulais qu'on aborde un point qui n'a pas vraiment été abordé jusqu'à présent, là, c'est en termes de nouvelles technologies. Ce qu'on nous présente et qu'on met en avant, c'est le soutien par une forme d'intelligence artificielle qui permettrait de trouver des solutions assez rapidement, basées sur le big data, etc. Alors, ma question, c'est, voilà, on est sur une forme de délocalisation de l'intelligence individuelle et collective qu'on soumet à un modèle qui est totalement artificiel. Et la question, c'est dans votre intervention, est-ce que cet objet-là, c'est des choses qui ont été mises en avant dans un ouvrage, je crois que c'est un ouvrage que vous avez voilà, édité, voilà, parce que ça fait partie une des priorités de nos gouvernants. Je suis donc représentant du ministère de l'Agriculture au niveau de la DGR. Et je pose, non, parce que je suis en interface entre l'autorité d'État et les régions. Et notre travail, c'est de faire en sorte d'accompagner les établissements d'enseignement agricoles avec les partenaires locaux pour pouvoir préparer les futurs professionnels à ce qui les attend. Donc là, et les plans d'alimentation territoriaux font partie des choses en termes de réflexion, de carburant, d'amorçage. Alors, ma question, c'est au niveau du processus, jusqu'où on peut aller sans être dans ce qu'on alimente en termes d'effondrement. Parce que j'ai vu dans votre titre la notion d'effondrement. Est-ce qu'on est dans une perspective qui va ouvrir des portes nouvelles ou alors on s'approche de plus en plus vite d'un mur? Il y a plusieurs questions là. Bon, le mémoire de recherche, là, il date de 2017. C'était pour amener les preuves
de l'impensé. C'est pour ça que j'ai eu le prix national sur les risques majeurs, décerné d'ailleurs par le ministère de la Transition écologique, et l'Institut des risques majeurs. En fait, c'était pour voir si le plus vieux sujet du monde était pensé dans les lieux où, logiquement, il se passe et il se traite. Donc, c'était, à ce moment-là, une démonstration. Mais la philosophie générale, c'est est-ce que les savoirs, les organisations et tout ça sont sécurisés? Et très concrètement, non. Puisque même la question d'une cyberattaque, par exemple, sur la chaîne logistique et compagnie, là, les responsables de l'armée ont bien dit que, effectivement, comme tout est relié, une simple attaque sur certaines grandes centrales et autres se mettrait tout par terre et avec les réseaux sociaux et compagnie, voilà. Donc, la question de la centralisation des données essentielles, mais qu'elles soient communicationnelles entre nous ou même au niveau des semences qu'il y a quelque part ou au niveau même du stock physique qu'il n'y a que dans certaines centrales d'achat, on y est déjà. Et le fait de mettre quasiment tous nos œufs dans le même panier, ce n'est pas sage. Donc voilà, donc je pense répondre en partie, je veux dire en partie à votre question. Et je répète que c'est, à mon avis, c'est sûr, c'est pareil. On n'est pas dans le 100% local, il faut être à 100% local. C'est absolument pas ça qu'on pense et qu'on dit. Par contre, être à un faible degré d'autonomie alimentaire et de dépendre de chaînes extrêmement longues, ce n'est pas sage. Donc, c'est une logique de rééquilibrage. De rééquilibrage. Et d'ailleurs, la Commission européenne, au mois de novembre 2021, a pondu un plan. C'est le plan d'urgence visant à garantir l'approvisionnement alimentaire en temps de crise. Et elle l'a pondu quand? 2 jours après le vote de la nouvelle PAC. En rappelant que pendant le Covid, oui, la chaîne a tenu, mais aïe, 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 on a eu chaud. Et des cyberattaques et des pandémies, on en aura d'autres et pas des petites. Donc, il faut que les États s'organisent. C'est écrit noir sur blanc. Que les États stockent, parce qu'ils ne stockent pas tous. Qu'il y ait des tests de l'effort sur la chaîne de valeur de l'alimentation. Qu'il y ait un rééquilibrage entre les circuits courts et les circuits longs, car pour l'instant, il n'y en a que pour les circuits longs. Et de préparer les populations. Et que les collectivités locales, avec le privé et les populations, s'organisent. Moi qui l'ai écrit, c'est la Commission européenne. Donc, c'est que, voilà, c'est pour répondre aussi en partie à votre question. Ouais, je ne sais pas si vraiment j'ai envie de parler, en fait. Non, parce que quand je vous entends parler, ça me fait penser à Jean Covici qui raconte ces éléments implacables sur les énergies. Enfin, ça fait 20 ans qu'il va dans des colloques et autres, et on voit la réalité concrète de ce qui se passe. Moi, je suis convaincu, comme tout le monde, j'imagine, de tout ce que vous racontez. Bien évidemment, c'est évident. Mais j'ai du mal à croire à une note préfectorale qui sort. Voilà, je suis un peu pessimiste par rapport à tout ça, quoi. Voilà. Je crois plus à l'intelligence individuelle de ce qui va se passer, où chacun va vouloir sauver sa peau en mettant en œuvre des choses, que l'intelligence collective des projections de nos élus et autres qui vont réussir à anticiper les choses dont vous parlez, quoi. En tout cas, nous, ouais, enfin, il y a des hauts débats, on va dire, mais et puis en effet, quand là justement, on a l'opportunité de discuter résilience alimentaire, où on voit que les enjeux économiques, enfin, que c'est finalement une manipulation économique, tout ça. Donc bon, mais on est là. Enfin, voilà, moi, j'y suis dans des débats pas simples, et on tient bon pour que les choses soient au moins plus plurielles, quoi. Enfin, en tout cas, qu'il n'y ait pas qu'une voix. Et donc, je pense que, y compris, enfin, je vous dis là, dans cet observatoire, je vous invite à regarder notre observatoire des systèmes alimentaires territorialisés où ça foisonne. Et alors, en effet, on nous dit oui, tout ça, ce sont des micro-initiatives, sauf qu'elles se fédèrent. Et notamment, ce qui fédère beaucoup aujourd'hui, c'est le récit autour de la sécurité sociale de l'alimentation.
super fédérateur. Donc là, vraiment avec des réseaux qui se construisent, des réseaux qui, en plus avec des jeunes formés, mais qui emmènent aussi des gens, aussi des classes populaires pour avoir un combat commun. Enfin, des choses sont... On est nous-mêmes surpris par cette structuration en pensant que ça resterait à l'échelle de micro-initiatives. En fait, non, on est quand même à une étape de plus. Et, aussi, c'est pour ça qu'il y a plutôt l'optimisme. Je voulais quand même juste rebondir sur votre... Parce qu'on nous... enfin, pas on nous reproche, parce que moi, je suis pas... Enfin, c'est pas à moi en particulier, mais c'est souvent dans cette... Vous parliez des technologies, et souvent, cette idée de... On met derrière cette rethéorisation un refus du progrès, un retour à la bougie. Enfin, combien de fois j'ai entendu, mais Yuna, mais qu'est-ce que tu nous proposes un futur à la bougie, enfin, donc au sens une régression. En fait, pas du tout. Et c'est pour ça que même j'ai sorti un article où je dis que la meule de pierre est une innovation technologique. Parce que c'est plus la meule de pierre d'avant, c'est une meule de pierre hyper contrôlée, où on regarde derrière le type de son que ça produit, le type de gluten que ça crée, enfin, donc tout avec vraiment de la technologie. Et c'est comme justement, on travaille avec un entrepreneur qui est sur ces filières locales de blé pain et tout ça, mais quand même un entrepreneur important, et qui dit qu'il faut réhabiliter l'industrie. L'industrie n'est pas que liée à la grande taille et puis à de la production de masse. Il défend un système industriel au sens noble et donc qui va. Donc tout ça est en train de... Et on voit justement, y compris des formules individuelles ou collectives, mais de plus grande taille. C'est pour ça que nous, on parle de chaînes intermédiaires. Elles sont plus super courtes, mais toujours collectives, très ancrées dans les territoires et qui sont vraiment intéressantes à regarder parce que, voilà, qui en tout cas redonnent en tout cas, un horizon plus varié que celui même qu'on nous proposait il y a quelques années. Oui, effectivement, Yuna, dans votre exemple blé, pain, pâte, mais vous venez presque de répondre à la question. Vous avez montré qu'il fallait qu'il y avait eu une déstandardisation des filières à tous les niveaux. Et justement, vous n'êtes pas trop rentré dans le temps. Est-ce que tout ça avait basculé en même temps? Et c'était un peu mon interrogation. Est-ce que c'est un peu une condition sine qua non, ce bascule un peu rapide et dans un temps concentré de tous les maillons de la filière, quoi, ou est-ce qu'on peut imaginer quelque chose, une transition justement plus progressive? Et voilà, quelle est l'échelle de temps de tout ça? Oui, alors en effet, là je vous montrais en fait vraiment un système, un système où tout est déstandardisé en même temps, c'est-à-dire avec même ça a du sens quand on fait des variétés anciennes, locales ou des populations, de les faire en agroécologie aussi parce qu'aussi ça a du sens économiquement parce qu'il y a une différenciation sur le marché et ça a du sens de les faire avec d'autres modes de fabrication et plutôt dans du court ou dans du direct. Pour autant, parce que ces filières entraînent des nouveaux publics, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, avec y compris des gens en grande culture qui diversifient, enfin, qui veulent diversifier aussi leur façon de faire et de vendre et de transformer. Donc, on peut voir des degrés intermédiaires où tout ne se fait pas en même temps, mais donc où la déstandardisation va venir soit d'aller chercher plutôt des variétés plus locales ou de réfléchir à d'autres formes de transformation. Donc, il y a des formes intermédiaires qui se développent. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de référence en fait. Donc ça revient souvent à la question des savoirs. Ça passe beaucoup par le dialogue, les échanges de conseils, et donc qui en même temps qu'on discute technique, on discute sur le pourquoi, on discute de valeurs, on discute pourquoi pas de politique, et ça enclenche des transitions. Donc il y a eu un moment une déstandardisation violente, avec des innovations radicales, avec une contestation de ces filières très, très standardisées dans les céréales, mais maintenant avec des formes intermédiaires, mais qui sont liées entre elles et qui donc génèrent des transitions à plus petits pas, quoi. Voilà. C'est plutôt ça qu'on observe, après un premier moment très radical.
Merci. Merci pour vos présentations. J'aurais une question un peu plus peut-être de vocabulaire. Depuis le début, on a parlé de sécurité alimentaire, de résilience alimentaire, de souveraineté alimentaire. La souveraineté, pour moi, fait référence à Via Campesina, mais est utilisée par le gouvernement aujourd'hui. La sécurité a été le fer de lance de la modernisation agricole. Je serais preneuse de vos réflexions sur cette utilisation comme synonyme de ces différentes terminologies. Justement, j'ai fait une formation aux députés pendant le Covid sur les termes. Parce que c'était n'importe quoi, en fait. Mais bon. Et là, y compris il n'y a pas longtemps, dans le cabinet du ministère de l'Agriculture qui a ouvert donc, le travail sur la résilience alimentaire, a dit « Nous sommes le ministère de la souveraineté, donc de la résilience. » On l'a senti un peu flotter. Est-ce que c'est pareil bon travail. Voilà. Donc, ça montre qu'en effet, il y a gouvernance aussi, gouvernance alimentaire, je vous ai dit démocratie alimentaire, mélangée avec justice alimentaire, parce que quand on dit démocratie alimentaire, souvent on dit « Ah bon, vous nourrir les pauvres ?» Non, en fait, c'est la démocratie. Enfin, bref. Donc, clairement, il y a besoin de… Donc, on a un petit papier qui est en préparation et qui va sortir bientôt, où on va remettre… qu'on veut partager, mais parce qu'il y a besoin, en effet, de clarifier tous ces termes-là, mais une grosse confusion, ça, j'admets complètement, quoi, je reconnais complètement. Je vais me permettre une question pour faire le lien avec le sujet qui est le territoire. Je vais vous poser la question quand même. Alors, j'ai bien compris que c'est nuancé, qu'il s'agit de remettre des équilibres, mais quand même, est-ce qu'il faut réellement, vraiment reterritorialiser l'alimentation et ce lien production-consommation, et à quelle échelle? Parce qu'on dit territorialiser, mais enfin, de quel territoire parle-t-on quand on traite ces questions d'alimentation? Et en lien avec ça, par rapport à ces questions d'alimentation, est-ce que vous avez une idée un peu précise, claire, sur là où le local est un vrai levier pour avancer sur ces questions-là, et sur d'autres points, en fait, ce n'est pas au niveau du local que ça se passe, hein, parce qu'on a tendance à vouloir tout reterritorialiser, et peut-être que ce n'est pas forcément une bonne chose, ou en tout cas, suivant les niveaux sur lesquels on intervient. Et en lien avec ça, et le microbiote ou les différents acteurs qu'on trouve au niveau d'un territoire, on voit bien, par exemple, tout à l'heure, tu as cité la Restauco, que nos producteurs locaux, on l'a bien vu, mais ils ont du mal à répondre à la Restauco locale parce que les besoins, les exigences, les modes de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Donc, il y a ces différentes questions qui font que reterritorialiser l'alimentation est loin d'être évidente. Et pour moi, ça sera la question, c'est sur quel point réellement cette question de reterritorialisation est vraiment essentielle ou sur lesquels il faut avancer. Alors, vous pourrez avoir vos deux avis. Peut-être que pour alterner, voilà, Stéphane. Rapidement, et tout ça, on ne peut pas répondre à cette question-là, à ces questions-là, parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Je prends juste un exemple. J'accompagne un démonstrateur territorial dans le Minervois, la coopérative Graines Équitables, donc, qui a été labellisé donc, démonstrateur par la Banque des Territoires. En fait, ils produisent des légumineuses et des céréales, tout en bio d'ailleurs. Et concrètement, ils ont de la production d'excellente qualité, et notamment de légumineuses, mais les collectivités locales ne commandent pas forcément. Il y a un enjeu énorme de… Alors, c'est vous qui parliez de savoir qu'on a perdu, on ne sait plus réellement transformer et cuisiner les légumineuses. Réellement. Il y a énormément de collectivités locales qui ne commandent pas des légumineuses, et notamment les GES, pas les gaz à effet de serre, même si consommer des GES permet de les réduire. Il y en a énormément qui ne savent pas comment cuisiner les légumineuses, comment cuisiner les pois chiches ou autres. Donc en fait, tant qu'il n'y aura pas une formation généralisée dans les cantines pour savoir transformer des protéines végétales que l'on a perdues de vue en termes de transformation depuis des décennies, il n'y aura pas forcément de la commande publique alors que la production existe déjà.
Donc, c'était aussi pour reprendre en creux le... Ma question, elle est plus simple. Hein, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités, effectivement, veulent du local dans les cantines. Donc, elles veulent acheter des salades chez le producteur de salade. Ouais. Mais le producteur de salade, aujourd'hui, tel que c'est organisé, ça l'embête plus qu'autre chose. Donc, Oui. tout simplement sur des produits simples, bruts, ils ne sont pas capables de répondre à cette demande, alors que les collectivités ont tendance, dans la mouvance des pâtes, enfin, etc., depuis un certain temps, de pousser dans ce sens-là. Donc, il y a des freins. C'est la structure, Ouais. c'est ça. Voilà. On Et n'est la pas organisé planification. pour. C'est une question aussi de planification. Enfin, c'est plutôt un emboîtement d'échelle, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque échelle, c'est possible. Enfin, en tout cas, on doit se poser la question. On peut se poser la question de la reterritorialisation. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des communautés de communes et puis des régions quand même, avec les régions qui ont des plans alimentaires régionaux. Tout se joue pas dans le. Enfin, ouais, qu'est-ce qui se. Et notamment, enfin, moi, j'avais fait une grande enquête sur la reterritorialisation en France. Et quand, par exemple, autour de Paris, il y a 7 projets de légumerie, il n'y en a pas une qui verra le jour parce que de toute façon, il n'y en a aucune qui sera rentable. Et donc, il y a eu beaucoup d'argent perdu parce qu'à un moment, il y a justement un élu qui veut couper un ruban d'une légumerie. Donc c'est pour ça qu'on fait un observatoire pour que les territoires voient ce qui se passe à côté, pour plutôt. Et puis, ce qui se joue aussi, c'est relocaliser ce qu'on peut ou ce qui a du sens, puis aussi des contrats de réciprocité entre territoires. L'idée, c'est vraiment de reprendre la main sur les flux qu'on maîtrise peu ou pas. Et donc, Montpellier, par exemple, signe des contrats de réciprocité avec des territoires plus éloignés pour la viande. Ça ne sert à rien de faire de la viande autour de Montpellier. On n'a pas les terres pour, on n'a pas la culture de l'élevage. Et puis voilà, donc c'est plutôt reterritorialiser, ça veut dire réancrer l'alimentation dans les structures sociales, dans les relations. Et du coup, on en discute et on se dit, avec du bon sens, qu'est-ce qu'on peut refaire ici en fonction de nos ressources, en fonction de nos savoir-faire, comment on organise aussi des partenariats avec d'autres territoires pour s'alimenter. Moi, je voulais apporter un éclairage complémentaire sur la dimension agronomique, en fait, autour de ta question. Parce que, par exemple, la restauration collective, une des difficultés, c'est qu'au moment où les cultures sont les plus productives, en été, il n'y a pas d'élèves. Voilà. Donc, ça suppose que, en fait, ça veut dire que c'est pas si simple que ça. Enfin, alors, il y a la question que tu soulevais des volumes pour alimenter des cantines scolaires, des choses comme ça. Mais il y a aussi une cantine. En fait, des agriculteurs ne peuvent pas se spécialiser sur ce genre de débouchés à cause des rythmes scolaires et que, par exemple, les légumes en particulier, c'est des produits essentiellement frais. Donc, si on veut, ça veut dire, sinon, ça veut dire qu'il faut aussi associer à de la transformation des ateliers pour pouvoir transformer et faire de la ratatouille en juillet-août pour nourrir les élèves en septembre. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'était... Enfin, moi, je pense que cette question enfin, il ne faut pas être dichotomique, en fait. Ce n'est pas circuit long versus circuit court, c'est un assemblage de tout ça. Et la difficulté, je pense, c'est d'amorcer en fait le processus parce que moi, je travaille avec des agriculteurs qui sont en circuit long, et donc, on essaye de voir si on peut diversifier les rotations, alors qu'en fait, ils vendent à de la grande distribution. Donc, on va aussi voir les acteurs de la grande distribution pour leur dire, mais est-ce que vous êtes prêts à prendre une diversité de produits? Et là, en fait, on se heurte à la spécialisation des productions, enfin des régions, pardon, où les acteurs de la grande distribution, ils disent, mais nous, la mâche, on va la chercher à Nantes, la patate, on va la chercher à tel endroit, etc. Voilà. Et donc, en fait, la difficulté, c'est de combiner un peu tous ces acteurs qui, donc la grande distribution, la Restauco, qui ne se parlent pas, en fait. Voire les régions qui ne se parlent pas non plus parce qu'elles sont en concurrence, quoi. Et il y a vraiment une histoire de gouvernance là qui est compliquée. Eh bien, ça me permet de rebondir sur des formations qu'on fait avec des étudiants de l'école. Il y en a quelques-uns ici sur quelques années. Avant de faire des pâtes, moi, ce qui me surprend toujours, c'est toutes ces collectivités et non pas de formaliser le SAT, c'est-à-dire le système alimentaire territorialisé. Donc, on fait des programmes, mais sans avoir bien caractérisé, notamment aussi ces relations entre acteurs. Alors, justement, il y a un futur ex-étudiant. Bonjour. Moi, du coup, j'écoute tous ces discours ultra intéressants, mais il y a quand même quelque chose qui me semble qu'on ne parle pas du tout et qui me semble très important. C'est est-ce que la filière de l'agriculture est intéressante pour les jeunes? Et au niveau bac pro BTS, je trouve que c'est
on a de moins en moins de monde, souvent déclaré comme voie de garage. C'est comme ça qu'on m'a porté là-dedans. On m'a dit, bon, bah, t'es pas assez bon pour le bac S, donc il faut faire une voie plus simple, plus professionnalisante. Mais je trouve ça dommage de... En fait, pour moi, tous ces trucs-là peuvent être mis en place s'il y a du monde derrière. Aujourd'hui, la main-d'œuvre, elle est étrangère. Et ces éléments-là et tous ces discours qu'on a eus sur toute cette journée, je trouve super intéressant, mais je trouve que c'est dommage, c'est pas apporté à, si je puis dire, à du bac pro ou du BTS qui, je pense, ça pourrait être intéressant aussi d'apporter ces éléments-là, parce que souvent on dit que le bac pro, il fait, le BTS, il fait faire un peu, et l'ingénieur, il réfléchit. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage de voir vraiment cette vision-là toujours très cloisonnée et de pouvoir le ressortir. Voilà, je trouve ça intéressant. Dans le RMT, justement, hein, donc réseau mixte technologique qui sont financés donc sous la direction de la DGR, hein, justement, il y a vraiment le lien avec la formation. Donc, on fait des formations dans les lycées agricoles, dans les bacs pro pour montrer aussi, parce qu'on sait qu'en plus, le sujet des circuits courts et tout ça intéresse. D'ailleurs, les lycées agricoles qui font plutôt des promos, plutôt maraîchage, vente directe, donc il y a plus de demandes que de places. Et donc, on voit sur les projets d'installation aussi, parce qu'on chiffre tout ça pour voir, y compris parce qu'on essaie de mesurer les impacts de ça. Donc, ça contribue, c'est une source de renouveau quand même pour la population agricole, avec aussi des gens qui ne viennent pas du milieu agricole. Donc, il y a plus d'installations avec une orientation circuit court que circuit long. En tout cas, dans les aidés, dans les installations aidées, dans beaucoup de départements et en maraîchage en particulier. Donc ça peut contribuer aussi à redonner. Et notamment, on voit, parce que faut pas cacher qu'en plus en circuit court, c'est beaucoup de travail. C'est de l'usure, c'est du stress. Et on a des agriculteurs qui ont essayé, qui ont lâché. Donc, on a des jeunes ou des moins jeunes qui inventent des formules collectives pour s'installer ensemble. Même si on a chacun sa ferme, mais on a une gamme ensemble. Donc voilà, donc tout ça c'est tout ça qu'on emmène des jeunes justement au circuit court dans ces formations pour pouvoir aussi peut-être contribuer à changer l'image du métier, quoi. Et puis avec ce lien qui est quand même important qui permet la reconnaissance du travail et de la qualité à travers le lien avec le consommateur. Rebondir, non, compléter tout simplement et faire un lien avec votre collègue qui parlait d'agronomie. Tout cela dépend des contrats, en fait, hein, de la bonne rémunération du travail. Et une fois que le travail est rémunéré, automatiquement, il devient plus attractif. Pour beaucoup, pour une bonne part, si en plus on te dit, bon, voie de garage, et en plus tu ne vivras pas de ce que tu feras, bon, évidemment, c'est du garage plus, quoi. Donc, tous les risques pour toi. Non, mais voilà, on est complètement d'accord. Donc, c'est aussi une question d'arbitrage des moyens qu'une collectivité pourra avoir si elle priorise, par exemple, l'alimentation dans ses dépenses et dans son budget. Si jamais il y avait un jour, comme le disait tout à l'heure Yuna, une compétence alimentation, et là, on partirait peut-être pour une compétence partagée, alimentation entre les collectivités. Et là, du coup, les moyens seraient fléchés pour exercer cette compétence. Et notamment, faire des contrats pluriannuels, parce que les agriculteurs, vous le savez, ont besoin de 3 ingrédients. Les bons prix, les bons volumes et la visibilité, c'est-à-dire dans le temps. Sans ces 3 ingrédients-là, on n'attire pas et on ne change pas de braquet. La planification alimentaire, du moins pour une part, hein, sans revenir au temps des soviets, hein, pas du tout ça, mais permettrait justement de répondre à plusieurs enjeux, notamment de sécurité publique, de revenus évidemment des agriculteurs, de santé également. Enfin, voilà, à mon avis, il faudra passer par une dose de planification sur ce sujet essentiel qu'est l'alimentation. Donc voilà, et ça permettrait justement peut-être de déspécialiser en partie les territoires qui le sont trop spécialisés, et la biodiversité, elle est contente quand il y a de la diversité. Donc voilà, donc il y a toujours eu des spécialités dans les territoires, on est d'accord, mais il n'y a jamais eu de spécialisation. Là, on est dans la spécialisation, donc l'enjeu, c'est de déspécialiser un peu
et de ne pas faire croire qu'on est pour l'autarcie à 100%. Ce n'est pas vrai. C'est tout simplement rééquilibré en partie au nom de tous les enjeux que l'on a cités. On prend une dernière question. J'ai grosse pression. Non, mais, en fait, c'est une question rapide. Donc, à l'instar du Covid qui a fait un exemple donc réel où vous avez pu voilà, réel et concret, où vous avez pu montrer justement à des élus ou au gouvernement que ce que vous avez simulé au début, ben voilà, ça peut se produire. Est-ce que pour arriver à les convaincre à mettre des plans alimentaires en place, vous avez trouvé à l'étranger, dans d'autres pays, donc des plans déjà mis en place et qui marchent pour justement les convaincre, vu que c'est le concret qui a l'air de un peu plus les convaincre. Donc, Honnêtement, hein, je ne vais pas dire ce que je n'ai pas fait. Je ne suis pas vraiment allé dans ce type de recherche parce qu'en fait, on est en gros, du moins les pays industrialisés, on est tous un peu au même niveau. Bon, la Suisse, quand même, est moins. La Suisse a une réflexion un peu plus poussée, notamment sur le stockage et sur certains dispositifs de protection de leur production. Voilà. Mais sinon, on ne pourrait pas, à mon avis, calquer des systèmes dans des pays qui n'ont pas, qui ne sont pas dans la même situation, même culturellement que nous. Limitrophe, l'Allemagne stocke un peu, nous on ne le fait pas. Par exemple, si on peut commencer par ça. Merci. Et juste pour, moi j'avais une petite remarque sur le dernier. Enfin, est-ce que le maillon faible, c'est quand même pas le citoyen qui n'est pas prêt à payer son alimentation au vrai prix, parce qu'il ne connaît pas le vrai prix de l'alimentation, en fait, il est caché. Et puis en lien avec ça, un petit sujet qu'on avait discuté, c'est est-ce que le local est forcément plus cher que le pas local? C'est quoi les... Parce qu'il y a des idées reçues là-dessus, justement. Donc, pour peut-être terminer juste sur ce point-là, des prix. Ouais, ok. En tout cas, il ne faut pas trop le surresponsabiliser le citoyen. Le pauvre, il fait aussi ce qu'il peut, avec un certain nombre de contraintes. Mais en tout cas, quand on voit justement qu'on change ce qu'on appelle l'environnement alimentaire, quand il y a plus d'offres locales, tout ça, ben, que c'est plus facile aussi, parce que donc c'est plus accessible. Et puis que c'est plus collectif, avec aussi des gens qui s'encouragent. Et ben en fait les choses ça peut bouger. Donc le citoyen il est capable il est capable de faire plein de choses. Et après cher ou pas, c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Donc c'est pour ça qu'avec l'UFC Que Choisir, donc Association nationale des consommateurs, hein, qui était plutôt sur la défense du pouvoir d'achat au départ, mais qui s'intéresse aujourd'hui aussi à d'autres enjeux, y compris la consommation responsable. En tout cas, a fait une enquête récente sur les prix pour comparer le prix des légumes, donc ça vous concerne en plus, 17 légumes dans 5000 supermarchés et 400 magasins en circuit court. Et donc le panier des 17 légumes, il est moins cher en circuit court et surtout pour le bio. Donc ça, c'est une enquête récente qui a été publiée. Ils en refont une là actuellement avec l'inflation. Parce qu'on a déjà des signaux que justement en circuit court, ça augmente moins. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec alors, ça peut être problématique quand même, des producteurs qui répercutent moins la hausse des coûts, des coûts de production. Mais donc pour aussi garder leurs clients et puis aussi parce que parfois ils sont moins dépendants justement d'engrais et de choses dont les prix ont augmenté. Donc voilà, ça c'est des enquêtes régulières qu'on lance, enfin que Choisir fait, qu'on lance nous aussi de notre côté. Parce que, en tout cas, sur les produits bruts. Pour les produits transformés, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas d'économie d'échelle, on est sur des petites transformations. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'être compétitif. Donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Produits bruts, plus faire un peu de cuisine sans penser qu'on doit tous devenir des chefs, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est là que maintenant, on voit que très concrètement, on peut bien s'alimenter à des prix tout à fait raisonnables et moins chers qu'en supermarché. Merci. Et pour terminer, version 3, on va faire un petit film, c'est ça, Non, pas un film, hein, non, un petit clip. C'est juste pour faire le lien entre la question et le repas, pour celles et ceux qui vont manger tout à l'heure. Le défi locavore à bas carbone, donc le repas de ce soir. Ben c'est tout simplement, et donc on va le vérifier ensemble, hein. C'est mon cahier des charges que j'avais donc, je sais pas, inventé il y a 4-5 ans.
qui est de réaliser un repas de fête local, chic et pas cher et bas carbone. Donc local, moins de 51 km autour de l'assiette, à vol d'oiseau. Chic, donc bien présenté, et pas cher pour un repas de fête, moins de 9,50 € par personne. Coût matière correctement payé au producteur, hors vin. Et bas carbone, moins de 1,6 kg d'équivalent carbone par personne. 1,6 kg, c'est tout simplement notre budget carbone pour l'alimentation par jour et par personne qu'on est censé respecter si on veut respecter les accords de Paris sur le climat. Vous savez, le truc qu'on a signé mais que personne n'est venu expliquer. Donc, il y a 4-5 ans, je me suis dit, bon, ben, puisqu'en France, on comprend les choses que quand elles passent à travers l'assiette, eh bien, tu vas faire ce défi-là pour voir à quoi peut ressembler un menu COP21. Tout en payant bien nos producteurs, tout en se faisant plaisir, tout en ayant quelque chose de sain et évidemment, tout en maintenant en fonctionnement nos infrastructures nourricières de proximité. Puisque, on l'a vu pendant le Covid, on était très content de voir des producteurs locaux à côté de chez nous. Mais pour les avoir sur place quand ça ne va pas bien, il faut les avoir entretenus quand ça va bien. Donc régulièrement, donc leur acheter au juste prix tout le temps. Donc voilà, c'est pour faire passer ces idées-là. Et voilà votre défi pour le repas de Noël. Hein. Voilà, compris, et là, tous... c'est le repas de tout à l'heure. Et la semaine dernière, il y a une chef étoilée dans le Luberon qui a relevé mon défi, Nadia Samut. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la seule chef étoilée qui cuisine sans gluten. Et elle a retourné en avantage son handicap. Et 2 jours après, c'était une cantinière d'une petite commune. Et tout le monde y arrive. Et vous verrez comme c'est aussi dans le cadre de ces rencontres sur le végétal, à 1,6 kg d'équivalent carbone par personne. Il n'y a pas besoin de parler de bien-être animal. Il n'y a pas besoin de parler de surconsommation de viande ou autre. C'est la calculette qui parle. 1,6 kg. Allez. Au milieu des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro. Le dérèglement climatique, des énergies et des ressources plus rares et plus chères, l'effondrement de la biodiversité, ce vivant dont on dépend, font qu'à ce rythme-là, notre planète risque d'être inhabitable, tout comme des territoires devenus surexposés, donc non assurables. Non assuré, votre maison n'a plus aucune valeur. Non assurable, votre territoire n'est plus attractif. Non sensibilisés aux risques, population et pouvoirs publics ne sont pas préparés. Vous m'interrogez sur la stratégie qui serait mise en cause pour garantir la sécurité alimentaire en cas de troubles graves à l'ordre public. C'est une question dont la probabilité est faible, mais dont le risque est majeur. Le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire ne figure pas dans les plans communaux de sauvegarde ou dans les documents d'information communaux sur les risques majeurs. Mais, puisqu'en France, tout commence par l'assiette, se comprend et se construit autour de la table, nous vous proposons de mieux appréhender ces risques globaux au travers de 2 défis culinaires locaux. Stéphane Linou met les pieds dans le plat. Il nous avait alertés sur les risques de rupture d'approvisionnement alimentaire en cas de pandémie. Il attire également notre attention sur ces mêmes risques en cas de cyberattaque. Auteur, consultant et formateur, il est spécialiste du rapport essentiel entre la cruciale résilience alimentaire des territoires et la sécurité civile. Ancien conseiller général et municipal, pionnier du mouvement Locavor en France et sapeur-pompier volontaire, il lit les thèmes des ressources, du continuum sécurité-défense, de la gouvernance et des adaptations. À force de ne plus acheter nos aliments au juste prix à nos agriculteurs, tels des muscles que l'on n'entretient pas, mais leur nombre a fondu autour de nous. Nos agriculteurs devraient pourtant être considérés comme acteurs d'importance vitale. Nos territoires sont sous perfusion alimentaire et sous l'assistanat déballé des camions de la grande distribution, même en milieu rural. Hein. Et cette grande distribution qui n'a même pas 2 jours de stock. Les conséquences climatiques vécues aujourd'hui sont le fruit de nos inconséquences d'hier.
Même si le coup est déjà parti, hors de question de désespérer. Nous pouvons d'une part atténuer le réchauffement pour limiter les dégâts globaux et d'autre part nous adapter pour continuer à vivre localement, comme l'ont indiqué les accords de Paris de 2015 lors de la COP 21. Mais ces accords, qu'est-ce qu'au ? Nous sommes à 11 tonnes de consommation de CO2, tout compris par an et par Français. Et il nous faudra être à 2 tonnes d'ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Qui le sait, qui comprend et qui sait à quoi ça correspond concrètement, ici et maintenant? Personne. Même si l'effort doit être réparti entre les collectivités, les entreprises et les particuliers, les mangeurs comme vous peuvent ouvrir la voie et être également coproducteurs de sécurité collective. Comment ? En partant du réel et en se remettant à cuisiner. Et en ce qui nous concerne, en élaborant 2 menus défis, un menu local 2021 et un menu local COP 21, qui seront dégustés par les acteurs du territoire. Nous faisons passer des candidats et un territoire à la casserole. Comment ? N'importe qui peut relever l'un de ces 2 défis. Eh ben, on se retrouve à table. Hop là. Une famille, une cantine, un comité d'entreprise, un maire dans sa cuisine, une association organise un repas de fête local, chic et pas cher. Moins de 9,50 € par personne, moins de 51 km à vol d'oiseau pour les ingrédients bien sûr de saison, bien sûr achetés au juste prix rémunérant correctement nos producteurs. Et moi, j'arrive avec le pinard, local bien sûr. Et le tout bien supervisé par une diététicienne. Pour le défi menu version COP21, c'est la même chose, mais à moins d'1,6 kg d'équivalent carbone par personne. Rassurez-vous, les animateurs des projets alimentaires et territoriaux, des plans climat, air, énergie territoriaux et des plans communaux de sauvegarde se feront un plaisir de vous accompagner. Nous avons été éligibles et élus à la réalisation d'un PAT, un projet alimentaire territorial. La chargée de mission a pris contact avec des personnes productrices sur le territoire. Elle a inscrit tout ça dans une thématique globale. Entre ces 2 menus désirables, c'est le chemin de la transition et de la résilience collective. Alors, on s'appelle, on se fait une bouffe ?